Je suis venu te prendre tout. Salut tout le monde, c'est Déborah et après avoir longuement parlé de cliffhanger et de la carrière de Sylvester Stallone, on va rester dans le thème des gros bras en sueur avec le dernier Creed 3, le troisième volet de la franchise spin-off et le 9e film de la saga Rocky. Avant de parler du film en lui-même, il faut évidemment revenir sur ce qui a pas mal fait parler pendant la production, à savoir l'absence de Rocky et par extension de Stallone, qui pour la première fois n'a pas été impliqué dans un des films de la saga, aussi bien devant que derrière la caméra, il est simplement crédité comme producteur pour la forme. Et même si Creed 2 nous avait préparé en quelque sorte à son départ, vu qu'il quitte Philadelphie pour rejoindre son fils et son petit-fils, le fait que Rocky n'apparaisse pas une seule fois dans Creed 3 et qu'il ne soit mentionné que 3 ou 4 fois en tout, est plus dû à une querelle de droit qu'à un quelconque parti pris narratif. En fait, Stallone a écrit le premier Rocky en s'inspirant de sa propre vie. À l'exception du premier Creed, il a écrit ou coécrit tous les scénarios des films, il a réalisé 4 volets, il a chorégraphié certaines scènes, il a été la tête d'affiche et l'argument promotionnel phare de la saga, mais ce n'est pas lui qui détient les droits de propriété des films Rocky et Creed, mais Irving Winkler, le producteur historique de la saga. C'est donc un sujet et une tension de longue date pour Stallone qui, d'après lui, avait déjà confronté les studios après le tournage de Rocky IV, donc en 1985, mais sans résultat. L'année dernière, c'est revenu publiquement sur la table et ça s'est terminé en règlement de compte sur Instagram avec Stallone qui demandait pas très diplomatiquement qu'on devait lui rendre ce qui lui appartient et qu'il veut léguer à ses enfants. Au final, il a été évincé du dernier Creed 3 qui, d'après lui, a pris une tournure très différente de ce qu'il avait en tête. Il a résumé tout ça en novembre dernier en disant au Hollywood Reporter que c'était d'après lui une situation regrettable, même si je pense que son départ forcé était finalement une très bonne chose pour le film. Je m'explique. J'ai toujours trouvé que la franchise Creed n'arrivait pas à être une franchise à part entière, à exister par elle-même et pour elle-même. Le personnage d'Adonis n'a jamais pu s'élever autant qu'il l'aurait dû à cause de l'ombre de Stallone qui planait toujours sur le ring. Les 2 premiers Creed voulaient ériger un nouveau héros, créer une nouvelle légende, mais en se raccrochant d'une façon ou d'une autre à Rocky. Le premier film était sous-titré « L'héritage de Rocky Balboa », on avait Michael B. Jordan et Stallone d'égal à égal sur l'affiche, et un bon morceau du scénario tourné autour de Rocky, avec la sous-intrigue sur son concert et son rôle de coach, avant de se conclure sur eux deux qui montent l'escalier mythique du musée d'art de Philadelphie. Dans Creed 2, même s'il a mis sa patte dans le scénario, il avait quand même un rôle plus effacé à l'écran, c'était grosso modo le papy-sage qui donnait des bons conseils, avec en plus le retour d'Ivan Drago, toujours pour greffer les Creed au Rocky. Donc pour moi, c'était pas complètement la franchise d'Adonis Creed, mais plus vraiment celle de Rocky Balboa. C'était un entre-deux assez pénible et sclérosé, avec des scénarios qui jonglaient entre 2 figures, une à iconiser et l'autre à entretenir. Avec Creed 3, on a ce que la franchise spin-off aurait dû être depuis le début à mon sens. Non seulement Adonis Creed s'affirme un peu plus comme tête d'affiche, il prend plus de place vu qu'il n'est plus obligé de partager le podium, et au-delà du rôle titre, c'est surtout Michael B. Jordan dans son nouveau rôle de réalisateur qui s'émancipe, ou du moins fait des efforts pour proposer sa vision et se distancer des précédents films. Il apporte des idées neuves, pas forcément toutes pertinentes, mais qui ont un parti pris et essaient de faire quelque chose de différent. Je pense principalement au combat de fin qui est plus stylisé, plus introspectif et même plus onirique, quitte à frôler l'excès, au moins il s'affirme et donne une identité plus marquée au film. On sent que si c'est encore un peu grossier, il veut faire parler les images, il veut donner du sens à ce qu'on voit, il veut développer son langage cinématographique et ne pas se contenter de rester passivement derrière la caméra. Donc c'est franchement un bon point pour lui. Et cette distanciation se remarque même au niveau de la musique, avec le thème original qui est utilisé à moindre dose, une seule fois même de mémoire, et un montage d'entraînement un peu différent et moins exalté. La résurrection d'Adonis, pour vraiment grossir le trait, passe aussi par son nouvel adversaire et toute l'histoire qui entoure leur combat. On n'est plus sur de la réappropriation de noms de famille, sur la volonté de suivre les traces de son père ou sur un sentiment de vengeance avec le fils Drago. Cette fois, Adonis affronte son ennemi à lui, mais aussi son propre passé, indépendamment de celui d'Apollo ou de Rocky. Cette histoire, même si elle est parfois bancale, c'est pleinement celle d'Adonis Creed et c'est à saluer. Surtout que le personnage de Jonathan Majors, Damian Anderson, est pour moi un des adversaires les plus intéressants de la franchise, même si lui et sa confrontation avec Adonis ont quelques airs de déjà-vu. Voilà, on pourrait un peu le voir comme une fusion entre le Clubber Lang de Mr. T dans Rocky 3, Rocky lui-même et Tommy Gunn dans Rocky 5. Mais ce jeu des comparaisons, il est assez réducteur et Damian est au final plus qu'une simple variante de ce qu'on a déjà vu dans la saga. Il y a une vulnérabilité et une rage chez ce personnage qui est vraiment frappante et pas de la même façon que le fils Drago dans Creed 2 qui était intéressant sur le papier mais plutôt inconsistant à l'écran faute de développement.
Là, c'est un personnage travaillé et écrit qui suscite pas mal d'empathie. C'est en fait le pendant sombre d'Adonis, celui qui lui tend un miroir et lui fait voir ce qu'il est devenu. Pour le contexte, Damien sort de 18 ans de prison. Il se fait vieux et doit se distinguer face à une nouvelle génération de boxeurs. Il veut faire ses preuves à tout prix, devenir le champion parce qu'il n'a que ça. C'est le personnage qui a tout à gagner et rien à perdre, auquel donc on a envie de croire, mais qu'on a aussi envie de plaindre. Comme dans cette scène très brève où il nettoie ses chaussettes dans le lavabo d'une chambre de motel miteuse en se motivant pour la suite. Et il y a plusieurs scènes où le fossé entre ses deux amis d'enfance est évident, où Damien a l'air d'un éléphant dans un magasin de porcelaine, et ça passe par quelques répliques bien placées, quelques pics qu'on met d'abord sur le compte de leur complicité avant que la rancœur et l'amertume de Damien soient de plus en plus limpides. Et le train de vie de plus en plus démesuré d'Adonis est lui aussi très bien illustré. C'est pas devenu un nouveau riche ouvertement arrogant ou un énorme flambeur irresponsable, mais la déconnexion est illustrée de façon plus subtile, comme dans cette scène presque absurde où lui et Bianca s'engueulent concernant l'éducation de leur fille, donc une scène de ménage assez lambda sur un sujet personnel qui se déroule devant leur chef cuistot privé, qui reste dans le cadre et qui fait partie du décor de cette luxueuse maison et que eux deux ignorent presque comme si c'était un meuble dans la pièce. Celle-là pour le coup elle m'a vraiment marquée. Malheureusement, cette fracture sociale et amicale, presque fraternelle, perd pas mal de force en milieu de course. Sans développer le pourquoi du comment, Damien, qui était un personnage ambivalent, devient en une scène et en un retournement de situation un peu foireux, un ennemi beaucoup plus caricatural, ce qui est l'excuse parfaite pour en venir au match final. Bon, même s'il est à la retraite au début du film, on sait qu'Adonis va affronter Damien. Je veux dire, l'affiche, c'est eux deux sur un ring prêts à s'éclater la tronche, mais on pouvait s'attendre à un peu plus de finesse de la part du scénario, alors même que la promesse d'un match entre deux outsiders était plutôt maligne. J'aurais préféré que le film reste sur quelque chose de dramatique, sur une confrontation moins manichéenne et plus déchirante, où l'un d'eux doit obligatoirement briser le rêve de l'autre pour atteindre le sien, plutôt qu'une rivalité plus basse du front à base de « t'es pas un vrai mec et je t'ai jamais aimé ». Heureusement que le film se rattrape avant la chute, avec un dénouement plus sensible et apaisé. En plus, le charisme et le jeu très émotif et presque hypersensible de Jonathan Majors apportent vraiment de la crédibilité et de la chaleur à son personnage, sauf au moment où il vire à la mauvaise parodie. Bon, malheureusement, en plus du revirement pas finaux de Damien, le scénario accuse d'autres lacunes, principalement en ce qui concerne la famille d'Adonis, donc Bianca et sa fille Amara, auxquelles le scénario s'intéresse un peu avant de les laisser dans le vestiaire comme d'habitude. Là encore, heureusement, il y a la séquence finale qui répare un peu les pots cassés avec un beau moment entre trois et une simplicité plutôt appréciable vu la grandiloquence habituelle de la saga. Parce que mine de rien, on reste sur l'idée de deux surhommes musculeux qui se démontent à coups de poing dans un ring et cognent sur des arbres pour s'entraîner. Pourtant, après le fils effacé de Rocky, l'idée d'explorer la paternité épanouie d'Adonis était une idée cool, parce que forcément, même si c'est un ressort plutôt commun, voir un monsieur qui incarne la virilité physique, porter une grenouillère et jouer à la dinette avec sa fille, se préoccuper de ses soucis à l'école ou du modèle qui peut être pour elle, ça humanise et modernise beaucoup ce personnage qui, par moments, est encore un peu poussiéreux. C'est donc un volet imparfait qui se sabote par moments, mais reste intéressant et plus solide, ce qui veut pas dire non plus qu'on attend un Creed 4. Ce troisième volet, c'est une belle conclusion, c'était un peu le Rocky Balboa d'Adonis Creed, et c'est franchement super flatteur comme comparaison. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, mais avant de vous laisser, je vais quand même réclamer de l'amour et des sous, parce que vous le savez, Écran Large a besoin de votre soutien, et si vous pouvez, en échange de quelques euros par mois, on propose sur le site un abonnement qui permet d'accéder à de super dossiers, comme ceux sur La Bête Aveugle, Hiro ou le classique Les Chasses du Comte Zaroff. Le lien vers cet abonnement est en description de cette vidéo. Merci et à très bientôt. Stop.